La présentation de Monsieur Essid, CTO chez Lansrod, qui nous parlera de l'amélioration de l'historisation de ces données clients par le Big Data Hadoop. Monsieur Essid, êtes-vous parmi nous? Je crois que oui. Je vous invite à ouvrir votre micro et prendre la parole. D'accord, très bien. Alors. C'est ça. Ouais. Monsieur Essid, je crois que nous vous entendons. Est-ce que vous réussissez à télécharger votre présentation? Et là, en fait, il n'y a pas de son, parce que là, je vois que tout est vert en fait en haut. Ah, attends, il y a un message là. Tu peux cliquer sur la boîte de message. C'est ça. Là, ouais. Ah non, il nous entend, c'est bon. Bonjour. Bonjour Monsieur Essid. Est-ce que vous réussissez à télécharger votre présentation? Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter en fait un petit peu notre activité sur la partie Big Data avec derrière un ou plusieurs use cases sur nos interventions clients et nos retours d'expérience. Donc du coup ici il y a Nansky je suis le responsable sur la partie commerciale du Big Data et on a Fad Essid qui est notre CTO Big Data. Donc nous en gros on a été créé donc je vais vous présenter un petit peu rapidement quelques chiffres sur notre société et on passera très rapidement après sur un cas d'usage Big Data tel qu'on a pu
intervenir chez nos clients. Aujourd'hui, alors, je vais passer la partie sur les chiffres du Big Data parce que je pense que tout le monde connaît un petit peu. Alors aujourd'hui, nous, on a été créé en 2008. Donc ça fait à peu près 10 ans qu'on travaille donc sur le bassin parisien au niveau de l'informatique et on fait du big data depuis 2014. Donc côté big data, c'est nos interventions, c'est principalement sur tout ce qui est Hadoop et sous la distribution Hortonworks et aussi un petit peu Cloudera. Donc on est composé aujourd'hui donc de 110 ingénieurs sur la partie big data. Donc c'est des ingénieurs qui, pour la plupart, sont certifiés big data sur des certifications Hadoop Hortonworks, qui interviennent aujourd'hui principalement chez nos clients. On va voir rapidement en quelques secondes les clients chez lesquels on intervient aujourd'hui, mais qui interviennent comme data engineer ou data scientist. Avec aussi évidemment tout ce qui est architecte big data et chef de projet PMO big data. Voilà. Si je viens aujourd'hui un petit peu sur les clients pour lesquels on intervient côté big data, donc on intervient aujourd'hui donc pour la Société Générale. Donc on a à peu près une vingtaine d'ingénieurs big data qui interviennent aujourd'hui sur des projets big data Société Générale. On intervient aussi côté BPI, BPI France, donc anciennement Oseo. Le groupe ADO, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est tout ce qui est Leroy Merlin, Bricorama. C'est un groupe qui englobe 17 sites web globalement. On intervient aussi pour une autre banque qui est le groupe BPCE, avec notamment Natixis, où on a plusieurs aussi ingénieurs big data. Aussi côté Malakoff Médéric, donc tout ce qui est gestion de retraite, assurance, où on est aussi fortement présent côté Big Data. Côté Banque de France, on intervient sur les aspects digitaux. Côté Massif, c'est aussi sur la mise en place de toute leur infrastructure Big Data avec sous Hortonworks, donc du coup avec l'intervention d'une équipe entière là-bas. Le groupe La Poste aussi, et un autre très gros client sur lequel on a vraiment plusieurs dizaines d'ingénieurs big data, c'est EDF, pour qui on travaille depuis déjà maintenant plusieurs années. Donc c'est des clients qui sont plutôt des clients de rencontre voilà, très connus, où les besoins en big data sont vraiment réguliers et fréquents, et où on intervient vraiment en nombre important. On intervient, donc juste pour revenir un peu rapidement, on intervient évidemment sous forme de régie, mais aussi en forfait et en centre de service, parce qu'en fait on a un pôle, comme je l'ai dit, de 110 ingénieurs. Sur ces 110 ingénieurs, on a au sein du groupe Lansrod un centre de compétences qu'on appelle Data Factory, qui comporte aujourd'hui presque 50 collaborateurs qui sont des ingénieurs formés au départ sur les technologies Big Data et qui après interviennent en forfait et à distance pour nos clients. Voilà, donc ça c'est pour la présentation un petit peu rapide. Maintenant, on va vous présenter un petit peu nos interventions et quelques retours d'expérience qu'on a pu faire donc sur des projets à très très grosse volumétrie. On parle pas de POC, on parle vraiment de projets industriels ou qui sont en production, qui sont utilisés par des équipes opérationnelles avec des volumétries. Donc là, notre CTO qui vous donnera un peu quelques éléments pourra vous parler en termes de volumétrie, mais c'est de la très très grosse volumétrie. Chez beaucoup de clients, en fait, ça c'est un peu la tendance du moment. On met en place, en tout cas, il y a plusieurs de nos ingénieurs qui interviennent dans la mise en place d'un data lake. Alors ça peut être aussi bien sur l'installation d'une solution Hadoop, que ce soit sur Cloudera ou distribution Cloudera ou Hortonworks, voilà, que l'installation de tous les outils qui tournent autour de l'écosystème Hadoop. Après, mettre en place et installer en fait cette distribution, c'est une chose. Après, il faut l'alimenter. Donc, quand on met en place des data lakes,
En général, la première étape, c'est de faire l'ingestion de données. Donc, sur des clients grands comptes, on parle de plusieurs centaines, voire même milliers de sources différentes. Donc là, c'est un temps qui peut être assez conséquent pour en fait ingérer toutes ces données-là au niveau en sachant qu'évidemment, ça peut être des données aussi bien structurées que non structurées. Donc, on a intervenu sur cet aspect-là chez plusieurs clients. C'est la tendance du moment d'installer un data lake. Centraliser les données, c'est quelque chose qui a plusieurs avantages. Après, il faut bien le faire, mais l'avantage, c'est de pouvoir après rendre les données disponibles provenant de diverses entités, comme le marketing, les équipes commerciales ou, euh, ou, ou des équipes financières, etc. Et d'après de rendre vraiment disponible un maximum de données, de types de données différents. Euh, Voilà, après j'ai mis quelques petits apports au niveau de la mise en place d'un data lake. Ça regroupe globalement la même chose, c'est ce qu'on retrouve chez plusieurs clients. Ils veulent centraliser, donc comme je l'ai dit, l'ensemble des données. Il y a aussi une problématique souvent de coût, parce que quand on parle de tout ce qui est Hortonworks Hadoop, on parle de solutions qui sont complètement open source. Donc du coup, il n'y a pas de licence ou autre. Il y a simplement voilà, la mise en place qui a un coût unitaire. Et après, en termes de coût de stockage, ça réduit considérablement de mettre en place un data lake par rapport à d'autres solutions, je ne vais pas forcément citer les noms, mais qui sont payantes et qui peuvent avoir un coût ultra conséquent en fonction des volumétries. Voilà, après, bon, l'avantage d'un data lake, évidemment, par rapport à une solution classique, il est évident que on peut ingérer tout type de données, donc aussi bien des données structurées comme des bases de données relationnelles, etc. Ça peut être aussi bien des données qui sont des logs, des vidéos, des fichiers Excel, voilà, des PDF, des emails. Enfin, c'est vraiment dès qu'il y a une source qui contient de la donnée, on peut l'intégrer dans un data lake, ce qui n'est pas possible pour une base de données classique. Alors là, j'ai une question de Monsieur Benamour qui demande si pour l'alimentation d'un data lake, on part toujours sur Spark Scala. Bonne question, mais aujourd'hui, c'est vrai que pour alimenter un data lake, le mieux, c'est de partir sur du Spark. Maintenant, Spark, ça se traite avec aussi bien un langage Scala que Java. Là, je vais laisser juste notre CTO Fad expliquer un petit peu ça, juste pour vous présenter un peu notre CTO qui va prendre un peu la relève après pour vous expliquer un peu techniquement des cas d'usage concrets. Notre CTO, il est intervenu chez beaucoup de clients. Aujourd'hui, bon, c'est un des meilleurs experts sur la partie Hadoop, l'écosystème Hadoop sur Paris. Et là, il est intervenu notamment plusieurs fois en tant qu'architecte et tech lead. Et aujourd'hui, voilà, il est intervenu notamment sur l'architecture Big Data du groupe Société Générale, donc à un haut niveau d'expertise. Alors en fait, la question c'était est-ce qu'on partait toujours sur Spark Scala? Et là, il y a une autre intervention qui dit ou encore Java principalement. Alors je reviens un peu sur le principe d'ingestion de données. Je dirais en fait que l'utilisation de Spark est assez répandue aujourd'hui. Du coup, c'est fréquemment le cas de l'utiliser pour de l'ingestion. Mais à mon sens, en fait, Spark, c'est pas vraiment l'outil d'ingestion. Il faut plutôt opter sur d'autres outils pour l'ingestion. Car l'ingestion, en fait, c'est le fait de rapatrier les données qui n'étaient pas sur le data lake et donc HDFS ou autre, mais qui étaient sur des bases de données ou sous format de fichiers. Et là, pour l'ingestion pure, on opterait pour des technologies du genre Scoop ou carrément du FTR pour mettre directement les données sur HDFS. Quand est-ce que intervient Spark? Pour moi, Spark, ça intervient lorsqu'on a besoin de rajouter une couche d'intelligence à l'ingestion. Si c'est de l'ingestion pure, j'opterais plus pour du FTR ou du Scoop, si le choix est possible. Sinon, c'est du Spark, évidemment. Mais Spark, je préconiserais plus lorsqu'il y a une certaine intelligence à rajouter aux données. Parce que Spark, c'est pas un moteur d'ingestion, mais c'est un moteur de traitement
qui permet de modéliser vos données sous format de RDD et par conséquent pouvoir rajouter de l'intelligence, des agrégations, des transformations sur ces données-là pour ensuite les stocker dans le data lake. La provenance des données Spark, ça peut aussi être du data lake lui-même. Du coup, ça peut servir pour faire de l'agrégation. C'est pour ça que je ne préconise pas forcément Spark pour l'ingestion. Après, pour revenir sur l'histoire entre Scala et Java, pour moi, en fait, c'est vraiment une préférence du client. Il n'y a pas de gain en performance en utilisant Scala par rapport à Java ou l'inverse. C'est vraiment une préférence de la charte de développement chez le client. Il y a des clients qui disent, voilà, on veut utiliser du Scala, d'autres qui veulent faire du Java. C'est vraiment purement un choix technique qui n'impacte pas les performances de vos jobs Spark. Nous concernant, bien évidemment, en fait, on est capable d'intervenir et chez des clients qui utilisent Java 8 notamment, ou Java 7, pourquoi pas, mais aussi sur des clients qui utilisent Scala. Mais je le répète encore une fois, en fait, ça n'impacte pas la performance de votre job d'utiliser ça ou ça. C'est plus un choix technique côté développeur. Voilà. Ah oui, après, bon, en général, ces data engineers-là, aujourd'hui, je pense que sur nos demandes qu'on a aujourd'hui par rapport à l'ensemble de nos clients, ça s'équivaut à peu près. Même au niveau de certains groupes, il y a plusieurs projets Big Data, il y en a qui sont en Spark Java et en Spark Scala au sein même d'un groupe. Après, c'est vraiment, voilà, c'est un peu similaire aussi, je pense, entre Scala et Java. Le langage, il n'y a pas une énorme différence. Après, l'idée, c'est plutôt de savoir ingérer et de faire la chaîne de traitement qui va faire l'ingestion de données, qui est le plus important. Et ça, c'est le rôle du data engineer. Alors, du coup, maintenant, on va vous présenter. Alors, on a fait plusieurs cas d'usage. J'en ai mis quelques-uns là sur les slides. Sur la partie refonte d'un centre d'appel. Alors là, c'est une intervention qu'on a effectuée donc chez un client qui est le leader d'énergie en France, pour ne pas le citer. Donc c'est un projet qui a une volumétrie purement big data. Donc là on a mis 500 000 interactions par jour. Donc ça peut être, c'est des interactions multicanaux. Donc quand on dit multicanaux, ça va être du web, ça va être des appels téléphoniques, ça va être des emails, ça va être même du courrier écrit. Voilà, c'est vraiment tout type d'interaction que le client peut avoir avec ses clients. Pour vous expliquer un petit peu le contexte, il y a eu deux projets énormes qui ont duré vraiment peut-être sur plusieurs mois et années, même année, oui, on va dire année, qui concernaient en fait d'abord ce qu'on appelle de créer une base historique des interactions clients. Avant, si vous voulez, ce leader-là n'avait en fait pas forcément une grande connaissance des interactions clients qu'il avait. C'était globalement des appels téléphoniques et on va dire que les opérateurs qui prenaient des appels téléphoniques faisaient de la saisie à la main au niveau des écrans. C'est un petit peu comme ça qu'il faut voir les choses. Là aujourd'hui, l'idée c'était ils avaient tellement de volumétrie au niveau de contact de leurs clients que ils ont voulu automatiser déjà l'ensemble des interactions et de les regrouper au sein d'un data lake. Donc clairement, avant ils avaient une certaine connaissance des interactions qu'ils pouvaient avoir, surtout au niveau téléphonique. Maintenant, c'était vraiment multicanaux. Donc connaître vraiment toutes les interactions qu'ils peuvent avoir au niveau de leurs clients. Ça a beaucoup d'avantages pour eux. Améliorer la connaissance de leurs clients, améliorer la qualité du service client, aussi pouvoir fidéliser les clients parce qu'en fait en agrégeant toutes les données et toute l'information de chaque interaction, ils améliorent la connaissance et ils peuvent proposer des solutions adaptées aux clients. Identifier le comportement des clients sur chaque canal. Par exemple, in fine, avec cette historisation-là, on peut savoir, tiens, ce client-là, il préfère qu'on l'appelle par téléphone ou il préfère les échanges par mail parce que il est peut-être occupé dans sa journée. Donc ça, c'est vraiment d'identifier aussi quel canal est utilisé. Avant, c'était pas possible. Faire du temps réel aussi.
vous prenez un appel, vous prenez un appel d'un client, et ben, au niveau de la personne qui va prendre l'appel, elle va pouvoir vraiment avoir un historique qui va lui permettre de vraiment connaître tout en amont et de savoir un niveau de connaissance du client qui est important. Euh, et faire du temps réel, parce que c'était pas forcément le cas avant. Donc le monitoring en fait de toute cette activité client et contact client est vraiment très importante. Je vais laisser, c'est un des projets phares du pôle service client de ce leader-là. Et notamment, il y aura une intervention au niveau du salon de Big Data de ce client-là en conférence pour expliquer un petit peu la problématique, les problématiques qu'ils avaient et comment on a pu intervenir nous au niveau de Lansrod pour leur apporter en fait les solutions techniques. On a intervenu aussi bien sur l'architecture, donc en trouvant les meilleurs outils adaptés par rapport aux besoins clients et à ses spécificités, qu'au niveau de la mise en place et du développement jusqu'à la mise en production. Donc c'est vraiment une intervention bout en bout, direct avec les métiers qui étaient en charge de la demande. Je vais laisser en fait donc Fad, le CTO, un peu expliquer en fait voilà comment ça s'est déroulé, vraiment dans l'aspect technique, pour vous donner quelques éléments pour ceux qui ont quelques connaissances, ça puisse leur parler. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Mais il va vous expliquer voilà en quelques minutes comment ça s'est passé. D'accord. Merci. Du coup, je reviens un peu sur l'intérêt de ce projet-là. En fait, le but, c'était de créer une base où on historisait les contacts clients. Par contact client, qu'est-ce qu'on voulait dire? C'est en fait toute interaction entre cette entité-là et ses clients. Une interaction, ça peut être sur plusieurs canaux. Ça peut être de l'SMS, du push vocal, du courrier ou de l'email. Du coup, le but, en fait, c'était de savoir, en fait, de pouvoir tracer l'historique par rapport à la maille client. C'est vraiment au maille client et communication. Du coup, pour un client, pouvoir tracer toutes les communications qui ont été émises ou reçues. Et aussi à la maille communication, pouvoir voir les canaux qui ont pu servir à acheminer cette communication. Du coup, au départ, en fait, les données vont provenir en fait sous forme, en FTR. En fait, on a deux sources de données. Il y a des données qui viendront en FTR à partir de ce qu'on appelle à l'époque les routeurs, en fait. Du coup, en fait, pour un routeur de type, pour des communications de type SMS, il y a un routeur de type SMS. Du coup, ça pouvait. Excusez-moi, je crois que le son a coupé, on ne vous entend plus. Je pense que Allô? Est-ce que Oui, vous nous vous confirmez que vous êtes entendons. toujours présent? On vous entend. Très bien. Vous pouvez continuer, je vous en prie. Je pense que c'est bon. On va continuer, hein, en espérant que vous êtes toujours présent. On va continuer à. Oui, c'est bon, c'est bon. Ils nous entendent encore, donc c'est bon, on peut continuer. Ok, super. Du coup, Routeur SMS. Voilà. D'accord. Du coup, en fait, voilà, nous interagissons avec pas mal de routeurs en fait qui définissent en fait les sources de communication, les canaux de communication. Du coup, on avait un routeur pour les communications de type SMS, un autre pour les emails, un autre pour les push vocales ou les calls, et un autre pour le canal de type call. Du coup, en fait, on recevait les données depuis des FTR, du coup, du transfert des fichiers. Ces données-là, en fait, étaient ingérées sur HDFS, du coup, via FTR. Et c'est là que nous intervenons, en fait, pour traiter ces données-là. Du coup, en fait, le projet, il se basait fortement sur Spark. Du coup, en l'occurrence, c'était du Spark Java. Mais il y avait aussi d'autres composants qui étaient écrits en Spark Scala. Pourquoi? Parce que, en fait, la librairie Scala permettait, il y avait une certaine implémentation, en fait, qui était présente dans la librairie Scala et pas Java à cette époque-là. Aujourd'hui, c'est plus le cas. D'où la cohabitation des technologies Spark Java et Spark Scala. Du coup, c'était du Spark Java et Spark Scala dans le même projet. Du coup, une fois les données étaient présentes sur HDFS via FTR, on les traitait via Spark. C'était en fait des workflows lancés sous OSI
du coup schedulé avec un coordinateur. C'est JobSpark en fait consommer ces fichiers HDFS si vous voulez, en faisant un raccordement, un recoupement avec des données à chaud présentes dans des bases SQL, qui étaient des SQL Server, en rajouter en fait notre couche, enfin la couche d'intelligence spécifiée par le client pour enrichir ces communications, et on stockait tout ça dans une base HBase. Pourquoi HBase? Parce qu'en fait HBase nous permettait d'avoir des versions pour chaque requis. Notre requis était la communication, l'ID de communication. Pourquoi nous avons besoin de ces versions? En fait, pour pouvoir suivre une communication, à chaque fois qu'on a une modification sur cette communication-là, il suffisait de rajouter ce qu'on appelle un colon qualifier dans la base HBase sur le même identifiant de communication, ce qui nous permettait d'avoir une nouvelle version de cette communication-là. Du coup, derrière, on pouvait retracer le graphe ou le diagramme d'évolution à la maille communication, grâce à ces versions-là. La phase finale, en fait, c'était de relire, en fait, via un batch qui tournait 3 fois par semaine, de relire cette énorme table HBase, en fait, et au final, en fait, la transcrire dans un système où on pouvait faire du BI. Du coup, en l'occurrence, c'était du SAS, du SQL Server. Voilà, c'est des outils de Microsoft. Et derrière, en fait, l'équipe de BI, ils pouvaient en fait se débarrasser de l'étape d'ingestion et de traitement, du rajout d'intelligence sur les données, et avoir en fait, en fine, en fait, juste les données agrégées et enrichies. Du coup, ils pouvaient faire leur BI sur ces données-là. Voilà. Du coup, ça c'était la description, je dirais technico-fonctionnelle du projet, la valorisation des comptes. Merci Fad. Du coup, juste bon, là ça qu'on a commencé avec un petit peu de retard. Maintenant, on pourrait vous présenter d'autres cas d'usage, mais je pense que là, en termes de timing, ça va être un peu long. Pour ceux qui le souhaitent, on pourra aussi vous présenter les cas d'usage au cours d'une réunion, il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'on a intervenu aussi sur la mise en place, en tout cas l'amélioration de la détection de la fraude au sein d'un grand groupe bancaire. C'est un sujet qui est un peu récurrent, donc on a intervenu sur la partie un peu l'aspect trading et ordre de bourse pour améliorer via le big data donc la détection en temps réel de la fraude. Sinon, ben, je ne sais pas si vous avez quelques questions à nous remonter ou si c'était clair pour vous. Dans tous les cas, voilà. Bon, de toute façon, on sera présent aussi au niveau du salon Big Data au mois de mars, à côté du stand de Hortonworks d'ailleurs. Donc c'est facile, c'est juste à l'entrée, on sera bien visible. Donc n'hésitez pas aussi à venir nous voir à ce moment-là si vous avez besoin de plus d'infos. Si vous voulez un complément de renseignement, il n'y a pas de problème. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Nous vous remercions d'avoir été présent jusqu'au bout à la première session de webinar. Merci à vous. Merci Monsieur Essid. Merci beaucoup. Voilà, je vais récapituler. Voilà, nous avons eu les présentations de Redis Lab, de Pitney Bowes, de Talend et Lancerod aujourd'hui, et nous vous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle session de webinar à la même heure à 15h mercredi prochain avec Cinequa, Estia, DataStax et Tipco. Voilà. Je vous invite également à voir toutes les actualités mises à jour sur notre site web Big Data Paris, où vous pourrez retrouver l'ensemble. Alors, il y a une question, ce sera toujours sur des sujets Big Data, tout à fait. Alors, voilà, vous pouvez retrouver toutes les actualités du congrès Big Data Paris sur notre site web bigdataparis.fr. L'ensemble des conférences, speakers, ateliers, et je vous dis à la semaine prochaine et je vous remets le clip du congrès Big Data Paris. Merci beaucoup, au revoir.